de controlar bien el tiempo con tantas personas a Bien, entonces vamos a empezar con la primera exposición denominada Cartografías Culturales de la Violencia de Género en América Latina, siendo presentada por la doctora Marta Zapata, quien es filósofa, socióloga, especialista en estudios y transversalización de género, licenciada en filosofía de la Universidad de Guadalajara. Luego realizó sus estudios en la Universidad Libre de Berlín en filosofía, sociología, antropología y literatura. Obtuvo su doctorado en filosofía en la misma universidad. Desde 1977 es profesora e investigadora en el Instituto de Estudios. Professeure et chercheuse à l'Institut des études d'Amérique latine de l'Université de Berlin dans le service sociologie, sciences politiques et études de genre. Muchas gracias. Merci. Pues buenos días a todos, todas y todes. Y pues primero quiero dar las gracias por esta invitación a formar parte de este coloquio. Como el tiempo va a estar muy apretado, voy a tratar de Je vais essayer d'aller para no, droit au but sur mon texte. tomar más del tiempo que me corresponde. Renuncié a la PowerPoint. Alors, je ne vais pas présenter le PowerPoint, mais les données que je vais présenter peuvent être consultées à l'Institut du genre en Amérique latine. Selon les différentes données sur ce thème présenté en Amérique latine, au Caraïbes, la violence de genre, que ce soit le crime, le féminicide ou autre, ou d'autres types de violences sont alarmants. Les cas de féminicide dans 17 pays de la région qui apparaissent sur ce graphique que vous pouvez voir l'observatoire révèlent quels sont les pays les plus affectés par ce type de violence. Au Brésil, de 1048 cas et 1738 en 2020. Au Mexique, près d'un millier et moins d'un millier en 2020. Si on prend en compte les cas de féminicide par tranche d'âge, on voit que les femmes entre 15 et 29 ans et entre 30 et 44 ans sont les plus affectées, même si ce type de violence n'a pas de limitage, bien entendu. Et si on prend en compte les normes en vigueur au niveau international et national, ainsi que les politiques et les programmes développés en Amérique latine pour protéger les femmes de la violence de genre, on voit qu'en dépit de toutes les actions et des programmes qui existent, cette violence de genre persiste et elle est inquiétante. Donc, face à ce panorama, il faut voir que les États nationaux ne sont pas en condition de garantir la protection des citoyennes, nonobstant tous les engagements pris au niveau international pour combattre la violence de genre. La recherche dans ce domaine discute beaucoup de points pour expliquer pourquoi on ne peut pas éradiquer ce type de violence à l'égard des femmes. Il n'y a pas assez de moyens, les États latino-américains sont faibles, ils ne peuvent pas protéger la population vulnérable, les inégalités sont profondes et cela augmente les conflits sociaux. Les démocraties sont instables, il y a une amélioration d'offres de services, la liste est longue, mais ce n'est pas non plus un problème lié à l'état de droit et à ses formes particulières ou y avoir au déficit d'institutionnalité des pays latino-américains. Et donc, c'est pour cela que nous avons fait une cartographie de la violence de genre en Amérique latine, non seulement pour comprendre ses pratiques, mais également pour vraiment l'intégrer dans les États modernes. Alors, on part du concept du cartographie de David Hardy,
pour pouvoir identifier différents phénomènes et à travers de cela, voir différents processus dans un cadre spatial cohérent. De cette façon, la carte peut représenter des lieux physiques et également des espaces conceptuels. Il faut donc non pas retracer des parcours qui vont de A à B, mais de construire des relations politiques, sociales, économiques et culturelles qui se transforment en un substrat de paysages dynamiques et autres. Et ces cartes peuvent permettre de transformer la façon de penser sur le monde ainsi que nos comportements sociaux. Nous pensons qu'en changeant les façons de penser, on peut initier des transformations sociales. Face à la dimension spatiale des cartes, il faut prendre également en compte la dimension temporelle pour pouvoir comprendre les contextes socio-économiques des espaces depuis une vision historique. Et donc, je veux vous présenter aujourd'hui une partie d'un projet que nous menons depuis plusieurs années au sein de l'Institut pour étudier les contributions de cette cartographie à la science sociale et l'importance des points des féminicides, harcèlement sexuel et autres, et qui donnent lieu à des mobilisations sociales comme MeToo et Ni Una Menos, qui ont beaucoup d'impact sur la construction de concepts universitaires pour codifier tous ces actes de violence de genre et les traduire dans la politique publique pour vraiment comprendre tout cela. Et donc, nous avons commencé à faire cette cartographie culturelle de la violence de genre. Et pour cela, il faut analyser les pratiques dans les territoires et les formes de représentation qui existent, parce que construire une paix culturelle n'est pas suffisant. La cartographie nous aide à reconstruire des relations et voir comment se manifeste cette violence sous les différentes formes. Donc, cette visibilisation a une dimension politique, juridique, culturelle et autres. Cette cartographie nous aide à distinguer les approximations, donc les pratiques de violence depuis la société et la culture. Donc, comme je n'ai pas assez de temps pour parler des taxonomies, je vais me concentrer seulement sur certains exemples au sujet des différences que l'on peut rendre visibles quand on fait cet exercice et voir les problèmes particuliers. Le féminicide, en particulier les mobilisations de protestation, donc on a vu dans certains pays d'Amérique latine, qui ont abouti à la codification juridique ou la section dans le code pénal du féminicide. Et la mesure pour combattre ce fléau. En Argentine, le mouvement a commencé, ensuite au Chili, au Pérou, au Mexique. Les mobilisations Ni Una Menos, Ni Una Más existent depuis les années 90, mais n'a pas eu l'écho qu'elle a eu en Argentine. Et elle a eu quand même un impact dans le milieu universitaire et qui a mené à l'inscription dans le code pénal au Mexique de ce crime et dans d'autres d'Amérique latine et qui arrivent en Europe également. Donc, cette cartographie a un impact sur la politique. Elle manifeste les différentes formes d'articulation de la protestation au Mexique et en Argentine. En Argentine, pas une de moins et au Mexique, pas une de plus. Ça permet de comprendre les approches depuis les territoires de ce qui signifie les féminicides, c'est-à-dire la perte de vie en Argentine et au Mexique, la relation avec la mort, on relie cela à la valeur de la vie. Cela nous permet aussi des approches identitaires et ces mouvements se sont développés à partir d'une conceptualisation de la violence de genre au-delà de la perte de vie pour se rapprocher à d'autres types de violences pour ouvrir d'autres problèmes sexuels. Et cela est à rapprocher à d'autres problèmes qui existent dans la société et qui ont surgi aux États-Unis, qui circulent dans les réseaux sociaux comme les mouvements MeToo
Et tous ces mouvements partent des différentes conceptions qui caractérisent les pratiques de violence dans différents territoires, alors que ni une de plus ni une de moins, on va de l'harcèlement sexuel jusqu'au féminicide, et l'autre, c'est l'inverse, et va jusqu'à la violation. Alors, comment comprendre toutes ces conceptualisations? Quelles sont les références politiques pour ces manifestations dans les espaces publics et comment est-ce qu'elles influent sur l'élaboration de normes et politiques publiques? Même si les différents mouvements ont un caractère transnational, cette mobilisation passe par différentes régions et attire différents acteurs de la société civile. Il faut analyser les différents moments pour arriver à cette cartographie de la violence de genre sous ses différentes formes. Et on voit que elle nous aide à répondre à des questions. Elle nous oblige à penser à des systèmes méthodologiques, des cadres juridiques, politiques et les milieux socioculturels qui sont à la base de processus de mobilisation et de transformation de la société. La première étape au cours de ce processus a été de constater la diversité de phénomènes qui sont associés à la violence de genre dans les différents milieux géographiques. Il n'y a pas un seul et même concept qui définisse le concept, mais plusieurs pour parler de la même chose. Ça veut dire qu'il y a la violence domestique, violence de genre, violence contre les genres, violence contre les autres identités de genre, viol, sexualisation des relations, etc. Selon une sociologue, Sylvia Walgren, la violence domestique se réfère à la violence sexuelle perpétrée par l'époux ou d'autres membres de la famille. Et selon l'Institut européen, c'est la violence qui s'adresse à une personne à cause de son identité de genre. La violence contre les femmes est définie par les Nations Unies en 1993 comme tout acte de violence à l'égard des femmes qui aurait comme résultat un dommage psychologique ou physique, ainsi que les menaces létales, la coaction, la coercition, privation de liberté qu'ils s'exercent dans la vie publique ou privée. Les gammes de définition sont donc importantes pour rendre compte de tous les phénomènes de violence par rapport à la dimension de genre ou autre. Et donc, cette pluralité de définition, on doit la prendre en compte. Et donc, avec l'exercice de cartographie, pour il faut passer en revue les mesures qui existent, les normes dans les différents pays d'Amérique latine et par rapport aux obligations assumées dans le cadre des engagements internationaux. Et on observe qu'il y a différents statuts par rapport à la législation contre la violence domestique et celle qui existe dans les communautés, l'espace public et dans les moyens de communication. Et on faut rendre la priorité à la protection des femmes contre les différentes formes de violence dans les différents domaines publics privés. Et donc, l'État a l'obligation de protéger à ses citoyens et on privilégie la pénalisation de l'acte au lieu de la prévention. On le voit dans les politiques, dans les lois. Les États essayent de faire face à ce défi pour cela est vraiment modelé par différentes approches et optiques. Je vais laisser de côté d'autres points de vue pour conclure. Et il y a là un besoin pour l'État qui est l'acteur central pour faire face à la violence de genre. Et si on rappelle certaines analyses sur l'État moderne, eh bien, on peut essayer de comprendre pourquoi l'État n'arrive pas à défendre les femmes de la violence de genre. Selon même la société est fondée sur un contrat social qui implique non seulement la relation de domination, mais également un contrat sexuel qui met en cause la femme dans les espaces privés et publics et qui inclut la violence à l'égard des femmes. Et cela donc fait partie du pouvoir masculin. Il y a un cas où l'homme cite ce mandat masculin qui est à la base de la fondation de l'État moderne. Et donc, je pourrais rentrer dans le détail, mais Putman ici
dit que les hommes, les citoyens, dans cet acte de fondation de l'État moderne, ils peuvent agir de façon autodéterminée, disposer de la propriété, des richesses, des droits qui n'impliquent pas les femmes, et le contrat social est basé sur la séparation de la famille et de l'État. Et on voit à travers de là la division entre le public et le privé. Et selon Gabriel Elville, le grand scandale, c'est le fait que dans les sociétés modernes, eh bien, la demande féministe de liberté n'a pas été satisfaite encore, ou d'autres identités de genre également. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'établir un nouveau contrat qui est sexuel et qui montre comment les femmes ont toujours été exclues de l'espace public, de l'exercice du pouvoir et des décisions, et qui donc soumet les femmes au pouvoir des hommes. Et il faut bien sûr éviter cela en appuyant le rôle de la femme au sein de la famille, élever les enfants, etc., le rôle de reproduction, le travail de soins, le travail rémunéré ou travail non rémunéré. Et il faut donc les lois approuvées, leur exécution, établissent un système de coopération pour pouvoir sauvegarder les conditions qui permettent l'existence des personnes et assurer leur liberté afin de garantir le bien-être général de tous, même si ce bien-être n'inclut pas les femmes forcément. C'est pour cela que le contrat social n'est pas seulement une forme de gouvernement libéral, mais également patriarcal. Il l'interprète, et je vais terminer là-dessus. On voit ici que le contrat social et le contrat sexuel incluent la violence, et la violence se rejoindre sur le caractère de fondation de l'État. Et la violence s'exerce sur le corps des femmes en particulier, ou des hommes parfois. Et bien sûr, une partie constitutive de la création de l'État moderne. Le contrat social ne produit pas seulement la soumission des femmes, mais également d'autres identités de genre qui ne la permettent pas de se construire comme des citoyennes sur la base de droits et de la vie en communauté. Et donc, la violence de genre se transforme en une dimension structurelle de l'État moderne. Et cela est le résultat en dépit de la lutte féministe des femmes pour l'égalité de genre, eh bien, malgré ces luttes, on n'a rien changé. La masculinité continue d'exercer une hégémonie dans le domaine privé, sur le corps des femmes, et dans le domaine public également, et continue de perpétrer la violence. Et je voudrais vous rappeler, et en rappelant ce qui a été dit pour ouvrir à l'ouverture, la violence est un thème de responsabilité, et si on ne repense pas l'étatisme avec un nouveau contrat social qui accepte les différences de genre, ça sera très difficile d'en terminer avec la violence de genre pour tous les groupes vulnérables de cette sociétés qui sont soumises. Tant qu'on n'inclura pas la citoyenneté dans toutes ses dimensions, tous les groupes LGBTI, les femmes, depuis une perspective intersectionnelle qui nous permettent de comprendre les discriminations qui existent, et tandis qu'on ne changera pas ces bases politiques et qu'on ne transformera pas la base culturelle qui se découle du contrat social, il sera très difficile d'éradiquer la violence de genre. Muy interesante, muchísimas gracias, Marta. Creo que tus aportes son de riqueza muy significativa para la reflexión en relación y la acción también, pour l'action, pour la réflexion, encontrar esas raíces estructurales de fondo que nos permiten problèmes de fond, des racines des problèmes, et pouvoir aborder cette lutte avec plus d'orientation pour lutter contre le patriarcat. Je vais maintenant passer la parole à Carolina Caicedo y la maestra
maestra Paola et Intriago y la Paola maestra Intriago, Inés Vera, et également Inés Vera, presentando a cada uno de ellos y de ellas. Maestra de les Carolina présenter. Caicedo es Carolina psicóloga clínica de Caicedo la est Universidad psychologue Cristiana clinique Latinoamericana, de magíster en l'Université psicología chrétienne, clínica magistère en por psychologie Universidad clinique de de Guayaquil, l'Université de docente Guayaquil, universitario UNEAM. professeur universitaire de Maestra l'UNAM. Paola Paola Intriago, Intriago psicóloga, est mención psicología psychologue, clínica de la Universidad Laica Eloy y Alfaro de diplômée Mamavi y máster en l'Université de neuropsicología y Manabí, educación de la Universidad magistère Internacional également de de La Rioja, l'Université de docente La universitario Rioja, UDEAM, y professeur maestra à l'UM, Inés Vera, et psicología Inès Vera, clínica de la psychologue Universidad de clinique de Guayaquil, magíster en l'Université de psicoanálisis Guayaquil, con mención magistère clínica en psicoanalítica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docente universitario ULEAM. Ellas van a presentar la exposición denominada Percepción de riesgo de violencia de género en mujeres de Manabí. 15 minutos, por favor. Las diapositivas. Organizaditas, ¿no? Sí, sí. Sí. A continuación, vamos a presentar una experiencia de investigación que se realizó en el año 2021 a partir justamente de esto de que nos permitieron de alguna manera salir. Entonces pudimos con los estudiantes, los profesores y estudiantes, pudimos ya tener este contacto con la comunidad. Nuestro tema está relacionado a la prevención del riesgo. Primeramente voy a comenzar con una contextualización de la problemática para luego hacer énfasis en cuestiones más específicas de la metodología. La violencia de género es sin duda una clara transgresión de los derechos humanos y constituye un problema de salud pública con sus consecuentes repercusiones en el desarrollo social, económico de los pueblos. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia con el solo hecho de ser mujer. Es la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres, profundizada por sus condiciones de vulnerabilidad. La violencia contra las mujeres ha permanecido y permanece un gran porcentaje oculto, silenciada por las víctimas, lo que ha permitido su perpetuación hasta hoy. Este tipo de violencia es multicausal, puesto que involucra una serie de factores individuales, culturales, económicos, lo que genera una clara discriminación de la mujer en determinados ámbitos, tales como el acceso al empleo, ingresos y educación. Rebasa el ámbito de las diferencias y peculiaridades biológicas para incorporar factores y construcciones sociales de género, como por ejemplo, identidades, roles, responsabilidades y poderes. La variable percepción de riesgo representa un proceso importante, dado que, en base en esta, los individuos pueden modificar o determinar el comportamiento de otras personas, de tal forma que pueden exponerse a situaciones que tienen consecuencias negativas en su vida y no percatarse de tal condición. La concepción de riesgo tiene un amplio anclaje en experiencia, información científica y legal.
contexto de pandemia, un alto índice de suicidio. Entonces, en función a esta problemática también es importante conocer cuáles son las características se visualizan y que nosotros como manabitas lo hemos observado. Hay otros indicadores que formulan la importancia de Manabí como objeto de estudio. Según datos oficiales, por ejemplo, Guayas, una de las regiones donde predomina una mayor falta de recursos, la cual tiene un impacto obvio en la calidad de vida de la población. En relación a la metodología, que en este caso sustenta las actividades que se realizan en el proyecto, en un primer momento se está realizando un estudio descriptivo como parte de los lineamientos también de la universidad. Por ende, hay ciertas fases, ¿no?, que nos va a permitir mucho más adelante llevar un análisis mucho más cualitativo, porque es importante, además de la descripción de cómo se están comportando los datos, conocer cualitativamente des résultats obtenus lors de la première phase. Avec la projection des autres activités, car un projet est l'antichambre de nouvelles idées pour satisfaire les besoins de la population. L'univers d'études a donc été les femmes de Manabí, avec un échantillon de 605 femmes adultes qui ont accepté de participer à l'étude. Pour l'évaluation de la perception du risque, on a utilisé une échelle brève de croyance sur la violence sexiste. Cet instrument a 24 items avec 5 options de réponse de type cliquer. Il faut définir la conception de la perception de cette violence sexiste. Il y a 2 aspects importants. Un, lié aux croyances avec des indicateurs d'attitude et de normes objectives, et une autre sur la conduite. Les auteurs ont donné des indicateurs: violence physique, sexuelle, psychologique et économique. Quelles sont les projections en fonction de cette première phase? Inclure les variables psychologiques qui peuvent avoir un rapport statistiquement significatif par rapport à la violence, avec les variables que je viens de mentionner. En outre, cette première phase n'inclut que des femmes. Maintenant, on va inclure la population masculine, car les critères seront différents sur cette problématique. Et on ira à la commune qui s'appelle Tarki, la zone 0 du tremblement de terre que l'on a vécu dans le pays. Les données obtenues dans cette première phase nous permet d'établir des stratégies de prévention et de promotion liées aux politiques de santé publique, en comprenant que la violence part de la politique d'un État et devient un problème de santé. Il faut aussi inclure l'optique qualitative pour ne pas seulement décrire les données de façon quantitative, mais voir comment ces variables se comportent chez les femmes de Manabí. Voici donc les résultats. Alors, pour les résultats, le plus saillant de cet échantillon d'études est une étude libre parmi les femmes adultes de 18 à 25 ans. La spécificité de l'échantillon, c'est que la participation des femmes est énorme, et 25 ans, et on a cherché à travailler aussi avec tous les âges pour avoir des données plus pertinentes sur la perception
et la lier à la variable de l'âge et le niveau de scolarité. Il y a des caractéristiques significatives. Cependant, on a pu observer que nous avons un échantillon avec 48% de participants de 18 à 25 ans et une minorité de femmes de 66 à 75 ans. Une autre caractéristique importante sur l'âge, c'est que ce sont surtout des femmes qui font des études supérieures ou les ont terminées. Ce sont elles qui participent. Ici, sur ce tableau, en ce qui concerne la variable du niveau scolaire, nous avons une grande quantité de participantes qui ont suivi des études primaires et secondaires et d'autres au niveau universitaire. Au niveau universitaire, certaines ont terminé les études supérieures et certaines ont fait des études de troisième cycle. Parmi les résultats, il y a une moindre perception de risque pour les femmes universitaires. Par rapport à d'autres études, on voit que les femmes universitaires ouvrent mieux cette perception de la violence et voient quels sont les risques de violence. Cependant, il y a un indicateur intéressant que je vais vous montrer ci-après. Général. L'échantillon nous permet de voir, en ce qui concerne les dimensions sur les croyances et les attitudes, donc, croyances et conduite, la dimension de croyance a des résultats faibles de perception de risque. Cependant, même ainsi, il y a une perception de risque par rapport à la norme subjective qui est très significative. On a presque 45% de femmes qui ne perçoivent pas la violence psychologique. Elles identifient mieux la violence physique, celle que l'on voit. Donc, il y a un risque significatif, quel que soit le niveau scolaire, car même il y a un risque modéré pour les femmes qui ont fait des études supérieures. Ensuite, je crois que nous avons des problèmes pour faire avancer les diapos, comme tout le monde. Voici un tableau où l'on voit certaines données qualitatives pour identifier les résultats entre très faibles, faibles, modérés quant à la perception du risque en tant que tel. Ici, on voit que la norme subjective a un degré modéré dans cet échantillon, même si la plupart des participantes ont été des femmes universitaires. Il y a une donnée pertinente, l'âge. Il existe un niveau plus élevé de perception modérée de risque chez les femmes universitaires au troisième cycle, très saillant à partir de 45 ans. Cela est vraiment lié à notre culture manabite et à leur perception de la femme. Pour conclure sur ces données que je vous montre ici, eh bien, pour la perception de violence, il y a certains aspects socioculturels qui construisent cette position de subjectivité chez les femmes. L'intervention, au vu des différents exposés faits ici, a un poids. Il faut être inclus dans le processus de transformation afin de diminuer la perception de risque au sein du travail communautaire, au milieu universitaire, et que la communauté participe à ce processus de construction. Une autre conclusion, c'est que le caractère multidimension
de la violence dans tous ces scénarios de manifestations sociales, économiques, politiques, etc., il a fallu faire des recherches interdisciplinaires auprès de différents secteurs de la population au niveau social, éducatif et sanitaire. Dans notre proposition, donc, on voit mieux la réalité de la province de Manabí et on veut travailler sur la santé mentale en articulant la communauté et l'intervention menée. L'une des caractéristiques importantes de ce projet, c'est qu'à la phase suivante, on veut faire la recherche-action, mais avoir également une vaste participation. Merci. Nous remercions la présentation très importante de cette recherche et très intéressante. De ce groupe actif de femmes défenseurs du genre et de la lutte contre la violence et en faveur de la vie. Bien. Nous allons maintenant passer à l'exposé de Monsieur José Andrade et le titre, c'est l'aspect interdisciplinaire dans l'abordage des femmes victimes de violences sexistes, rencontres et incompréhension dans le travail intégral. Psychologue clinicien, 17 ans d'expérience professionnelle, plus de 10 ans de prise en charge des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, expert accrédité par le ministère et le parquet pour ces cas. Professeur universitaire, activiste du réseau de prévention de la violence à l'intérieur de la famille de la ville de Manfa. Merci, bonjour à tous et à tous. Merci aux organisateurs. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. Yendo este Je travaille pour le ministère de la Santé publique, un hôpital sur les soins aux victimes de la violence sexiste et sexuelle, premier niveau d'accueil. Est-ce qu'on peut m'aider? Je crois que la diapositive ne défile plus. L'objectif de cet exposé est le fait que le travail intégral est très important, nécessaire pour prendre en charge les victimes de la violence sexiste. Cependant, il y a des malentendus et les professionnels doivent essayer de mener un travail plus efficace. Il y a donc une base conceptuelle, l'aspect interdisciplinaire, travailler en équipe au sein d'une institution. Je travaille plus de 15 ans dans ce domaine de violence sexiste. En 5 ans, j'ai été formée au CEPA, protection des femmes à Guayaquil. Et j'ai travaillé dans une fondation
prise en charge de la violence au sein de la famille. Et on a fait un travail intégral au sein de l'institution avec une équipe, avec 2 psychologues cliniciens, 3 avocates, 4 assistantes sociales et des orientateurs de droit qui étaient des membres de la communauté. Mon réseau est important. Ensuite, je vous montrerai comment cette articulation aboutit au résultat attendu. Parfois, cette prise en charge de la violence sexiste conduit à une certaine impuissance. On a l'impression qu'il n'y a pas de changement. Ils sont présents, qu'il y a une injustice. Mais en fait, on voit des changements au niveau culturel et je vais vous montrer. Je voulais aborder aussi la violence symbolique. Et c'est une question théorique que je ne vais pas trop détailler. Dans les équipes de travail, on parle des rapports de pouvoir entre les disciplines, et là, c'est un obstacle pour la prise en charge des victimes de la violence. Lorsque le centre de la prise en charge dans les institutions où une femme cherche la prise en compte, ce sont les professionnels qui veulent se voler la vedette. On veut voir qui a la discipline la plus importante. Manuel Kant parle de disciplines qui ont certaines castes. Le droit, la médecine, parce qu'ils sont au-dessus d'autres disciplines plus superficielles, entre guillemets. Mais en travaillant de façon interdisciplinaire, on comprend qu'en travaillant main dans la main, en s'interrogeant mutuellement, une question à laquelle je ne trouve pas de réponse, eh bien, peut être répondue par l'avocat ou l'assistante sociale. Et puis, il y a aussi des rapports de pouvoir entre les organismes du réseau. Voilà, on peut faire défiler la question. Le terme interdisciplinaire s'applique dans le domaine académique au type de travail scientifique qui exige au point de vue méthodologique la collaboration de diverses disciplines, des disciplines traditionnelles ou plus spécialisées. Donc la collaboration de différentes disciplines, là, au dernier paragraphe, le centre de l'intervention, c'est la femme que je mets en majuscule. Ce n'est pas la science, c'est le sujet d'intervention qui est important. On a un héritage épistémologique quant à la science, mais ici, ce qui est important, c'est le sujet d'intervention, la femme qui demande de l'aide. Il y a des équipes de travail au sein de l'institution, je vous en ai parlé. Nous avions dans mon expérience des psychologues, des avocates, mais il y a aussi parfois des médecins, des anthropologues qui forment une équipe de travail. Donc, le travail interdisciplinaire sert à organiser les connaissances. Les méthodes qui ont utilisées avec succès dans ces disciplines sont transférées à une autre. Il y a donc un dialogue entre les savoirs. À la fin de mon exposé, je vous présenterai un cas où l'on jette un pont entre une discipline et une autre pour résoudre les questions de chaque professionnel. Ces dernières années, j'ai travaillé avec des médecins sur d'autres problématiques. Mais à mon avis, les médecins peuvent travailler en interconsultation. Et je dis pourquoi une interconsultation? Ils me disent que pour évaluer la patiente. Mais est-ce que moi je peux collaborer à son intervention sur un point ou un autre? C'est ça le travail interdisciplinaire. Si on ne fait pas ça, on est un petit peu segmenté et on est ensemble simplement parce qu'on fait partie du protocole. Mais en fait, on peut retrouver des réponses d'une discipline à l'autre. Et c'est là qu'on a une véritable rencontre. Bien. Dans le travail interinstitutionnel, on parle des réseaux. Comme je vous disais, j'ai travaillé dans une fondation après
éducation, je suis passée au ministère de Santé publique. Et je vais reprendre les mots de Martha qui a écrit l'État est l'acteur central dans la lutte contre la violence faite aux femmes. J'en reste là. Et Véronica, hier, et une collègue de la bonne vie, lorsqu'on parlait de l'éducation alternative, et Véronica disait oui, mais il faut travailler avec les universitaires, car c'est important. Si l'État est l'acteur principal de la lutte, travailler en réseau, eh bien, va nous donner des résultats. Pour cet exposé, je me suis rendu compte, après 12 ans, du fait que toutes les personnes qui ont commencé à travailler dans des instituts privés sont liées à l'État. Et ça, c'est le fruit du travail en réseau. On fait de l'activisme politique, on a une incidence sur les politiques publiques des gouvernements décentralisés, les collectivités territoriales en question de genre. Ensuite, les avocates, mes collègues dans la Fondation, maintenant sont des juges dans les unités de violence faites aux femmes. D'autres maintenant sont des experts du parquet. Donc, on voit comment ce travail articulé gagne des espaces pour avoir une incidence à l'intérieur de l'État. C'est donc l'effet du travail en réseau le plus important que j'ai vu pour ma part. Alors, quels sont les obstacles? Ce n'est pas formidable, il y a une équipe, il y a tous les professionnels, mais il y a un malaise comme dans toutes les institutions. Rien n'est jamais facile. Il y a des résistances méthodologiques, des disciplines elles-mêmes. Je ne sais pas combien de psychologues cliniciens il y a, mais entre nous, on a des divorces d'optique. Et là, j'anticipe sur toute la violence symbolique. On a des différences de langue technique, de langage technique. Quand on fait un travail interdisciplinaire, parfois j'avance, je recule dans mon exposé, mais ça n'a pas d'importance. Je me rappelle une avocate lors d'une audience qui avait dit dans son plaidoyer, elle avait parlé du complexe d'Édipe. Ensuite, on riait, on lui disait, mais qu'est-ce que tu as dit? C'est parce que quand on a des rencontres d'analyse des cas, ce sont des analyses intégrales et on s'écoute tous avec nos langages techniques et chacun apprend et absorbe les discours des professionnels. À un moment donné, à une étape initiale, on a envisagé que lorsqu'il y a des enfants victimes de violences sexuelles, les avocates peuvent également faire une entrevue avec les enfants, avec des techniques projectives basiques, sans vouloir les interpréter, car ça serait passé à notre domaine, mais pour pouvoir surtout comment s'identifier les enfants par rapport à la loi. Donc, c'est le fruit d'un travail intégral. Alors, façon d'assumer l'explication, la description et les fondements des explications. Maintenant, nous passons à la violence symbolique. C'est le capital culturel plus l'action pédagogique. Les disciplines scientifiques elles-mêmes, analyse du comportemental et autres, il y a des théories qui se contredisent, qui s'opposent, et on entre dans cette lutte de pouvoir. Et le centre de l'intervention n'est plus la personne qui cherche son aide, et nous. Bon, je ne vais pas romancer la question, mais cela ne fait pas sens. Et on n'arrive pas à un accord sur les analyses que l'on fait. Il y a donc des accords et des malentendus.
Et les luttes symboliques sont présentes dans toute la réalité sociale et sont inhérentes aux différents domaines, y compris le scientifique et le domaine artistique. Il y a des concepts isomorphiques, la résonance auditive avec le déni pourrait permettre d'arriver à des rencontres conceptuelles. Mais il y a une lutte de pouvoir en escalade, surtout dans le domaine de la violence. C'est pourquoi on parle de violence symbolique. Alors, en 3 minutes, je vais terminer. Indicateur pour savoir qu'il existe un travail interdisciplinaire, existence d'une remontée d'expérience entre les professionnels, perspective d'autres professionnels sur l'évolution d'un patient permet d'auto-évaluer la pertinence de l'indication donnée. Je vais passer à vous donner un exemple maintenant. Une clinique, une femme de 26 ans mariée, ayant terminé la secondaire, femme au foyer avec des travaux rémunérés occasionnels. Elle a besoin d'une aide pour son mari et son fils. Son mari est jaloux et cela conduit à des coups. Elle demande qu'est-ce que je fais avec mon fils car j'ai des problèmes d'anxiété et montrer que je ne suis pas apte à l'éduquer. Aidez-moi à penser avec mes enfants pour comprendre mon mari et pour supprimer mes problèmes d'anxiété. Histoire d'un couple et là-dessus, je conclus. Lorsque l'on fait un travail intégral, ce qui est important, c'est que dans le récit, l'avocat peut se rendre compte de la requête de prise en charge psychologique de la patiente. Et l'avocat peut détecter la requête sociale qui est présentée. Et moi, comme psychologue, je peux aussi détecter sa requête juridique. Et tous ensemble, nous pouvons dépister dans le récit les différentes disciplines qui sont en jeu. De fait, lorsque je travaille sur ce genre de cas, on me dit d'abord, oui, ce qu'il faut faire, c'est que la femme plainte, mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Il y a un désir de travail, une requête juridique et de prise en charge psychologique et sociale. Lorsqu'elle dit « je ne sais pas où emmener mes enfants », je ne sais pas ce qui va se passer. Merci. Merci infiniment. Monsieur Andrade, de partager votre expérience et de nous montrer le chemin pour agir et faire des interventions multidisciplinaires avec certains résultats obtenus. Nous allons maintenant passer au dernier exposé de ce panel et c'est Madame Émilie Benavides et Madame Marie-Noël qui vont s'en charger. Elle va nous parler de la lumière des fillettes. Madame Émilie Benavides est coordinatrice de recherche du Centre de formation et de recherche de Fe et Alegria Équateur, master en recherche et éducation, spécialiste en gestion de la qualité de l'éducation, licenciée en sociologie, mention développement. Madame Maria Noël représente l'initiative de genre et coordination du Centre de formation et de recherche de Fe et Alegria Équateur, master en coopération et développement, spécialisation, planification intégrale du développement local, licencié en communication et mention en journalisme. Vous avez la parole.
C'est un plaisir d'être avec vous, de membres du panel aujourd'hui. Nous allons vous parler un petit peu du parcours de notre organisation avec le thème de genre, l'éducation, qui sont des domaines stratégiques et pour comprendre ces problématiques. Et nous avons ici différents angles d'abordage avec un programme Lumière des petites filles que nous allons vous expliquer. Alors, il faut partir du contexte quand on parle d'éducation populaire. Et donc, on va d'abord vous expliquer ou vous donner quelques données puis qui compléteront ceux qui ont été donnés antérieurement. Alors, dans notre contexte national, en 2019, l'INEC nous dit, l'Institut de statistique, 65 femmes sur 100 ont souffert d'une violence ou d'une autre. Dans le domaine éducatif, les données nous donnent également des chiffres importants. 19 femmes sur 100. Mais également, il est important de donner les chiffres concernant la communauté LGBTI et on n'a pas de données spécifiques. Mais l'INEC a fait une étude en 2013, peut-être pas très actuelle, mais on ne peut pas non plus la généraliser. Il s'agissait d'un échantillonnage. Mais pour comprendre comment vivait la communauté et plus de 40% ont considéré qu'elles avaient souffert de discrimination dans le milieu éducatif. Autre donnée importante dans le domaine éducatif, près de 50% des femmes, des jeunes filles et petites filles, parlent de la violence dont elles ont souffert et la grande majorité ne le dénonce pas. Donc, ces chiffres nous alarment. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de formes de violence qui ne sont pas visibles et il n'y a pas suffisamment de canaux de dénonciation ou de signalement. Alors, on travaille dans notre organisation, Pays Alegria. On a fait une étude en 2015 pour analyser les relations de genre dans 7 centres éducatifs en Équateur et une deuxième étude, recherche pendant la période pandémique, couvrant différents domaines pour recueillir différentes données sur la thématique genre. Après la première recherche faite en 2015, la chercheuse a ses résultats. D'abord, il y a un signalement constant pour dire qu'il y a certaines inégalités qui sont maintenant dépassées. Mais il en existe encore. Mais dans l'analyse, il y a l'idée selon laquelle si la problématique semble dans la bonne voie, il y a encore beaucoup de problèmes qui sont non dits, qui sont invisibles, et donc la problématique est toujours d'actualité. Et on voyait dans les discours d'étudiants, de professeurs, directeurs, parents, qu'il existe des stéréotypes de genre encore marqués. Et on voyait qu'ils existent et qu'ils sont encore en vigueur. Autre thème, l'analyse des espaces dans les institutions et établissements éducatifs et autres. Il y a donc une domination du masculin dans ces espaces. Les petites filles sont reléguées à des espaces plus passifs ou de passivité. En parlant avec les enseignants, on a pu recueillir leurs perceptions et pour eux, il y a une représentation égalitaire dans les matières alors que d'autres disaient que dans certaines autres matières, il y avait une présence plus importante d'hommes que de femmes. Voir quelle signification cela a en le clivage homme-femme.
cet accompagnement enfants, ce rôle est reconnu. Au niveau des devoirs scolaires, voyez la barre violette. En fait, plus de 70% des mères ont donc assumé le suivi des devoirs. Et dans le cas des professeurs femmes, ça a été la même chose. La répartition était la même. Ce sont les mamans professeurs qui, bien sûr, ont accompagné leurs enfants dans leurs tâches et devoirs scolaires. Et au niveau des éducatrices, on voulait savoir quelle était l'activité qui vraiment les avait fatiguées le plus, les particuliers, le travail domestique, les tâches ménagères. On voit là ces tâches et qu'il y a une différence 5 qui étaient très fatiguées et les enseignantes 22%. Et alors que les hommes, 5%. Donc, on voit là une certaine réalité. On voit ce contexte national au travers de notre organisation. Et pourquoi il faut aborder ce thème? Parce que notre niveau d'études, mais aussi également au niveau du travail des éducateurs et du travail de l'administration. Alors, je vais vous parler du trajectoire pour Es relativamente reciente, como pueden ver ahí en une thématique étudiée récemment. On commence à s'y intéresser de plus en plus et à renforcer l'approche. Entre 2017 et 2018, on a lancé un nouveau processus d'action participative et cela a été accompagné d'un processus de formation sur le genre qui a duré 2 ans et les enseignants, enseignantes nous ont montré les problématiques associées au genre dans leurs établissements éducatifs et donc on les a formés. À partir de là, en 2019, on a vu la nécessité de transformer les processus de formation envers les enseignants et on a démarré ce processus qui a été bien accueilli. On a travaillé sur différentes circonscriptions administratives et l'une des circonscriptions sur lesquelles on a travaillé, Santo Domingo, a reçu cette formation pour tous les enseignants enseignantes des centres éducatifs, en particulier pour l'équipe administrative. Ce processus a continué à être développé dans toute la Somme et être démultiplié à d'autres effectifs et aux psychologues des centres, etc. En 2019, FE Alegría Équateur s'est uni à l'initiative de genre de la Fédération internationale FE et Alegría. Et donc, nous faisons partie d'une fédération en Amérique latine. Et l'une des initiatives promues est celle de questions de genre. Et on a participé au niveau international, on a participé à des formations en 2019. En 2020-2021, on a également accédé à différents espaces de sensibilisation au niveau national. On a différents centres éducatifs et les formations ne se sont pas focalisées sur une zone en particulier et on l'a fait au niveau national avec l'ensemble des services éducatifs des secteurs formels, collèges, lycées. En fin 2021 et cette année, on a lancé ce programme centré sur les petites filles dans la province d'Esmeraldas. Et à la différence des autres processus au niveau national, eh bien, ce processus est centré sur les petites filles, en particulier pas sur les professeurs ou psychologues. Et là, on essaye de construire une politique de genre au niveau équatorien pour définir des stratégies, des lignes d'action autour de cette thématique. Programme Lumière pour les petites filles, qu'on a donc démarré dans la province d'Esmeraldas. On a démarré avec 4 centres éducatifs, le canton Eloy Alfaro, San Lorenzo, d'une zone frontière avec la Colombie et le secteur de Quininte. Tous les centres avec lesquels on travaille sont de zones rurales.
On a commencé en octobre 2021 avec un projet qui nous a permis d'impulser la dynamique et avec un financement, et on a continué à travailler jusqu'à présent. Et ensuite, il nous faudra encore du financement pour pouvoir poursuivre notre action, mais FEA Alegría s'est engagé à le continuer avec un financement externe. Et nous donc traçons la route pour donner une continuité à cette initiative. Nous avons eu la participation de plus de 100 petites filles de différents âges. On a réalisé des formations mensuelles dans les établissements scolaires, éducation sexuelle, violence de genre, identité de genre, et on a travaillé également sur le thème de l'identité individuelle au niveau culturel également, avec des activités artistiques également. On a également tenté de travailler sur les thématiques économiques, développement et autonomisation économique, au travers d'ateliers avec les mamans, des ateliers d'artisanat, et également sur des thèmes d'agroécologie dans certains centres éducatifs, en particulier à Kinini. Nous avons également eu des problèmes au cours de cet atelier, en particulier dans ceux dans la zone frontière avec Colombie, San Lorenzo et Loya El Faro. Là, on a pu voir qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des filles et des adolescentes sur les thèmes de sexualité, affectivité en particulier. On voit également que dans le discours des petites filles, il y a toujours le thème qui revient de la violence de genre, qui peut être lié à leur propre vécu, leurs propres circonstances, et également peut-être en rapport avec les autres ateliers menés auparavant. On voit également dans ce contexte spécifique et concret qu'il y a une reconnaissance de thèmes de différence de genre. Ce n'est plus un thème tabou, c'est un thème dont on parle dans les centres éducatifs. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus de discrimination, mais au moins que c'est plus un autre aspect à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur le corps des petites filles et adolescentes. Elles ont conscience de leur corps par rapport à l'évolution, la puberté, la condition physique, couleur de peau, manière de se vêtir, ce qui est approprié ou pas, etc. Et cela fait qu'il y a une auto-perception négative souvent de la part de ces petites filles. Autre point à signaler, c'est que souvent les thèmes de sexualité, d'affectivité depuis les programmes scolaires ne sont pas bien abordés. Par exemple, la prévention de la grossesse ou les maladies sexuellement transmissibles. Il faut donc l'aborder de façon plus intégrale, et on voit que c'est un thème qui préoccupe les jeunes, en particulier la grossesse des adolescents. Également, ici, faire porter la voix de ces adolescentes qui expriment leurs sentiments vis-à-vis de leur corps. Voici ce qu'elles nous ont dit. Par exemple, je me sens vide, non conforme, je ne peux pas aimer, accepter mon corps parce qu'on m'a dit d'être qui je ne suis pas pour pouvoir rentrer dans le moule. Il a dit que j'ai peur de harcèlement sexuel, d'autres qui nous disent qu'ils acceptent leur corps comme celle-ci. Moi, je veux m'accepter comme je suis, je me valorise, je m'accepte, et on ne peut pas faire que les commentaires négatifs nous éloignent de notre propre identité. Donc voilà comment ils s'auto-perçoivent et leurs propres paroles. Et finalement, je voudrais également parler des apprentissages, des enseignements tirés
au niveau de FE Alegria. D'abord, cet besoin de sensibilisation et de formation des différents acteurs, des communautés éducatives avec des processus de moyen terme et long terme avec des ateliers ponctuels, mais avec des formations également qui puissent durer dans le temps. On voit également la nécessité d'espaces différenciés, en particulier pour les petites filles, les adolescentes. Travailler également avec des petits garçons, ça serait intéressant peut-être, ou avec des mamans. Il est nécessaire d'avoir des espaces collectifs, mais également des espaces différenciés. Et on voit également que la durabilité des processus dépend de la motivation des personnels. On a fait avec FE Alegria, on a développé des actions dans différents territoires et on essaye de les faire perdurer. Également, il nous faut un cadre juridique, normatif. FE Alegria en a un sur le thème de genre, mais au niveau national, il faut encore construire un cadre spécifique. Il faut également générer des données, pouvoir travailler sur des données. On l'a vu au travail de recherche, il nous reste encore un grand chemin à parcourir et la situation n'est pas rendue visible dans les données, en particulier pour la population LGBTI. Les défis, il faut donc des équipes bien spécialisées dans ces centres qui puissent comprendre cet ancrage ou de genre. Il faut plus de moyens en personnel, en financier. Il faut travailler également en réseau avec d'autres organisations, d'autres personnes sur le territoire qui connaissent la thématique et recréer des mécanismes ou renforcer des mécanismes de protection et de restitution des droits aux personnes qui ont été victimes d'actes de violence. Voilà à peu près ce que nous avons fait. Merci de cette présentation, de cette expérience de FE Alegria, de nous avoir transmis ces résultats sur le travail de genre avec les petites filles, les adolescentes et le travail de transformation. Nous allons maintenant laisser ouvrir un espace de questions-réponses sur la thématique que nous avons que nous venons d'aborder. Bonjour à toutes et à tous. Une question sur ce dernier thème du programme sur les petites filles. Je voudrais connaître la méthodologie pour connaître l'impact du programme. Nous, on travaille là-dessus à l'université, donc j'aimerais avoir un modèle de base pour pouvoir m'en inspirer. Merci de la question. Alors, nous, par exemple, sur une période assez courte, avec ce programme Luz de Niñas, on travaille sur la base d'entretien, de dialogue avec les petites filles, les enseignants et les acteurs du territoire. Et jusqu'à présent, on ne sent pas encore l'impact parce que la durée est trop courte, mais on peut dire déjà que les petites filles se sentent plus en sécurité, on a créé des espaces de confiance, ce qui fait que les petites filles les plus timides ont osé maintenant se rapprocher, parler, être plus réceptives, en particulier également au niveau des personnels d'encadrement. Et donc, ces études sont menées plusieurs mois, il faut encore attendre pour observer les choses et on en est encore au balbutiement. Et FE Alegria, on travaille avec des groupes de discussion par le biais d'entretiens, de sondages. Et une fois que le processus avance un peu plus, et là, on a des séances de dialogue avec les différents acteurs, les petites filles et les professeurs et éducateurs.